Augustin et sa mère habitaient l'ancienne maison d'école. Je trouvai la mère de Maulne rapportant du jardin un gros paquet de linge. « Vous arrivez au temps ?» dit-elle. « Voyez, je rentre le linge que j'ai fait sécher pour le départ d'Augustin. J'ai passé la nuit à régler ses comptes et à préparer ses affaires. Le train part à 5 heures, mais nous arriverons à tout apprêter. Montez, vous le trouverez dans la mairie en train d'écrire. » Il se leva dès qu'il m'eut reconnu, mais non pas avec la précipitation que j'avais imaginée. « Sœur-elle » dit-il seulement d'un air de profond étonnement. C'était le même grand gars au visage osseux, à la tête rasée. Il paraissait très troublé de me voir. D'un bond, j'étais monté sur l'estrade, mais, chose étrange à dire, il ne songea pas même à me tendre la main. Cependant, je lui racontai avec gaieté comment j'étais venu, où j'avais passé la nuit, et que j'avais été bien surpris de voir Madame Maulne préparer le départ de son fils. « Ah, elle t'a dit ?»« Oui, ce n'est pas, je pense, pour un long voyage. »« Si, un très long voyage. Certes, j'aurais voulu revoir une fois Mademoiselle de Galais, seulement la revoir. Mais j'en suis persuadé maintenant, lorsque j'avais découvert le domaine sans nom, j'étais à une hauteur, à un degré de perfection et de pureté que je n'atteindrai jamais plus. Dans la mort seulement, comme je te l'écrivais un jour, je retrouverai peut-être la beauté de ce temps-là. Et si je venais t'annoncer que tout espoir n'est pas perdu? » Il me regarda, puis, détournant brusquement les yeux, rougit comme je n'ai jamais vu quelqu'un rougir. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il enfin, à peine distinctement. Alors, tout d'un trait, je racontai ce que je savais, ce que j'avais fait et comment, la face des choses ayant tourné, il semblait presque que ce fût Yvonne de Galais qui m'envoyait vers lui. Il était maintenant affreusement pâle. Durant tout ce récit, qu'il écoutait en silence, la tête un peu rentrée dans l'attitude de quelqu'un qu'on a surpris et qui ne sait comment se défendre, se cacher ou s'enfuir, il ne m'interrompit, je me rappelle, qu'une seule fois. Je lui racontai en passant que le domaine d'autrefois n'existait plus. « Ah !» dit-il, « tu vois, il n'y a plus rien. » Pour terminer, je lui racontai qu'une partie de campagne était organisée par mon oncle, Florentin, que Mademoiselle de Galais devait y venir à cheval et que lui-même était invité. Mais il paraissait complètement désemparé et continuait à ne rien répondre. « Il faut tout de suite décommander ton voyage, dis-je avec impatience. Allons avertir ta mère. Mais cette partie de campagne, me demanda-t-il avec hésitation. Alors, vraiment, il faut que j'y aille? Mais voyons, répliquai-je, cela ne se demande pas. J'eus peine à suivre Augustin sur la route du Vieux-Nançay. Il allait comme un coureur de bicyclette. À son inexplicable hésitation de la veille avait succédé une fièvre, une nervosité, un désir d'arriver au plus vite qui ne laissait pas de m'effrayer un peu. Chez mon oncle, il montra la même impatience. Il parut incapable de s'intéresser à rien jusqu'au moment où nous fûmes tous installés en voiture et prêts à partir pour les bords de la rivière. On était à la fin du mois d'août, au déclin de l'été. De loin en loin, nous rencontrions d'autres invités en voiture et même des jeunes gens à cheval que Florentin avait conviés audacieusement au nom de Monsieur de Galais. On s'était efforcé, comme jadis, de mêler riches et pauvres, châtelains et paysans. C'est ainsi que nous vîmes arriver à bicyclette Jasmin de Louche, qui avait fait naguère la connaissance de mon oncle. Que les bords du Cher étaient beaux. Sur la rive où l'on s'arrêta, le coteau venait finir en pente douce, et la terre se divisait en petits prés verts comme autant de jardins minuscules. On commença à déballer les provisions dans le bois et à dresser sur la prairie de petites tables pliantes que mon oncle avait apportées. Il fallut à ce moment des gens de bonne volonté pour aller à l'entrée du grand chemin voisin, guetter les derniers arrivants et leur indiquer où nous étions. Je m'offris aussitôt. Maulne me suivit et nous allâmes nous poster près du pont suspendu, au carrefour de plusieurs sentiers et du chemin qui venait des Sablonnières. Marchant de long en large, parlant du passé, tâchant tant bien que mal de nous distraire, nous attendions.
Si elle ne venait pas, dit-il. Je répondis, mais puisqu'elle a promis, sois donc plus patient. Il recommença de guetter, mais à la fin, incapable de supporter plus longtemps cette attente intolérable, « Écoute-moi, dit-il, je redescends avec les autres, je ne sais pas ce qu'il y a maintenant contre moi, mais si je reste là, je sens qu'elle ne viendra jamais. » Et il s'en alla vers la pelouse, me laissant tout seul. Je fis quelques 100 mètres sur la petite route, et au premier détour, j'aperçus Yvonne de Galais, montée en Amazone sur son vieux cheval blanc, si fringant ce matin-là qu'elle était obligée de tirer sur les rênes pour l'empêcher de trotter. À la tête du cheval, péniblement, en silence, marchait Monsieur de Galais. Quand la jeune fille me vit tout seul, elle sourit, sauta prestement à terre et, confiant les rênes à son père, se dirigea vers moi qui accourais. « Je suis bien heureuse, dit-elle, de vous trouver seul, car je ne veux montrer à personne qu'à vous le vieux Bélisaire, ni le mettre avec les autres chevaux, il est trop laid et trop vieux d'abord. Puis, je crains toujours qu'il ne soit blessé par un autre. Or, je n'ose monter que lui, et quand il sera mort, je n'irai plus à cheval. » Chez Mademoiselle de Galais, comme chez Maulne, je sentais, sous cette animation charmante, sous cette grâce en apparence si paisible, de l'impatience et presque de l'anxiété. Elle parlait plus vite qu'à l'ordinaire. Malgré ses joues et ses pommettes roses, il y avait autour de ses yeux, à son front, par endroits, une pâleur violente où se lisait tout son trouble. Nous convînmes d'attacher Bélisaire à un arbre dans un petit bois proche de la route. Le vieux monsieur de Galais, sans mot dire, comme toujours, sortit le licol des fontes et attacha la bête, un peu bas, à ce qu'il me sembla. Et Mademoiselle de Galais arriva sur la pelouse, comme jadis, je l'imagine, elle descendit vers la berge du lac, lorsque Maulne l'aperçut pour la première fois. Donnant le bras à son père, écartant de sa main gauche le pan du grand manteau léger qui l'enveloppait, elle s'avançait vers les invités, de son air à la fois si sérieux et si enfantin. Je marchais auprès d'elle. Tous les invités éparpillés ou jouant au loin s'étaient dressés et rassemblés pour l'accueillir. Il y eut un bref instant de silence, pendant lequel chacun la regarda s'approcher. Maulne s'était mêlé au groupe des jeunes hommes, et rien ne pouvait le distinguer de ses compagnons, sinon sa haute taille. Encore y avait-il là des jeunes gens presque aussi grands que lui. Je le voyais, vêtu de gris, immobile, regardant fixement, comme tous les autres, la si belle jeune fille qui venait. À la fin pourtant d'un mouvement inconscient et gêné, il avait passé sa main sur sa tête nue, comme pour cacher au milieu de ses compagnons aux cheveux bien peignés, sa rude tête rasée de paysan. Puis le groupe entoura Mademoiselle de Galais. On lui présenta les jeunes filles et les jeunes gens qu'elle ne connaissait pas. Le tour allait venir de mon compagnon. Je me disposais à faire moi-même cette présentation, mais avant que j'eusse pu rien dire, la jeune fille s'avançait vers lui avec une décision et une gravité surprenantes. « Je reconnais Augustin Maulne, dit-elle. « Je reconnais Augustin Maulne. » Et elle lui tendit la main. C'est vers la fin de la soirée seulement que Maulne, de nouveau, se trouva en présence de la jeune fille. Nous étions à causer avec Jasmin, assis sur des chaises de jardin que nous avions apportées, lorsque Mademoiselle de Galais s'approcha de nous. Elle nous demanda, je me rappelle, pourquoi nous ne canotions pas sur le lac des Aubiers comme les autres. « Nous avions fait quelques tours cet après-midi, répondis-je, mais cela est bien monotone. Il nous faudrait, dit Maulne, un canot à pétrole ou un bateau à vapeur comme celui d'autrefois. Nous ne l'avons plus, dit-elle presque à voix basse. Nous l'avons vendu. Et il se fit un silence gêné. Jasmin en profita pour annoncer qu'il allait rejoindre Monsieur de Galais. Bizarrerie du hasard. Ces deux êtres, si parfaitement dissemblables, s'étaient plus, et depuis le matin ne se quittaient guère. Je pensais moi aussi à m'éloigner, mais je sentais les deux jeunes gens si gênés, si anxieux l'un en face de l'autre que je jugeais prudent de ne pas le faire. Tant de discrétion de la part de Jasmin,
tant de précautions de la mienne servirent à peu de choses. Ils parlèrent, mais invariablement, avec un entêtement dont il ne se rendait certainement pas compte, Maule en revenait à toutes les merveilles de jadis. Et chaque fois, la jeune fille au supplice devait lui répéter que tout était disparu. La vieille demeure si étrange et si compliquée, abattue, le grand étang asséché, comblé, et dispersé les enfants aux charmants costumes. Ah, faisait simplement Maulne avec désespoir, et comme si chacune de ces disparitions lui eût donné raison contre la jeune fille ou contre moi. Nous marchions côte à côte. Vainement j'essayais de faire diversion à la tristesse qui nous gagnait tous les trois. D'une question abrupte, Maulne de nouveau cédait à son idée fixe. Les poneys sont vendus aussi? Il n'y a plus de chevaux au domaine? Elle répondit qu'il n'y en avait plus. Elle ne parla pas de Bélisaire. Alors, il évoqua les objets de sa chambre, les candélabres, la grande glace, le vieux luth brisé. Il s'enquérait de tout cela avec une passion insolite, comme s'il eût voulu se persuader que rien ne subsistait de sa belle aventure, que la jeune fille ne lui rapporterait pas une épave capable de prouver qu'ils n'avaient pas rêvé tous les deux, comme le plongeur rapporte du fond de l'eau un caillou et des algues. Mademoiselle de Galais et moi, nous ne pûmes nous empêcher de sourire tristement. Elle se décida à lui expliquer. « Vous ne reverrez pas le beau château que nous avions arrangé, monsieur de Galais et moi, pour le pauvre Franz. C'était un être si étrange, si charmant, mais tout a disparu avec lui le soir de ses fiançailles manquées. Déjà, monsieur de Galais était ruiné sans que nous le sachions. Franz avait fait des dettes et ses anciens camarades, apprenant sa disparition, ont aussitôt réclamé auprès de nous. Nous sommes devenus pauvres. Madame de Galais est morte et nous avons perdu tous nos amis en quelques jours. Que Franz revienne s'il n'est pas mort, qu'il retrouve ses amis et sa fiancée, que la noce interrompue se fasse et peut-être tout reviendra-t-il comme c'était autrefois. Mais le passé peut-il renaître? Qui sait? Dit Maulne pensif. Et il ne demanda plus rien. Nous approchions du petit bois où le matin monsieur de Galais avait attaché Bélisaire, lorsque nous entendîmes chanter, de l'autre côté du bois, dans la direction des aubiers, la ferme du bord de l'eau. C'était la voix jeune et lointaine de quelqu'un qui mène ses bêtes à l'abreuvoir, un air rythmé comme un air de danse, mais que l'homme étirait et alanguissait comme une vieille ballade triste. Maulne avait levé la tête et écoutait. Ce n'était rien qu'un de ces airs que chantaient les paysans attardés au domaine sans nom le dernier soir de la fête quand déjà tout s'était écroulé. « Mais vous l'entendez » dit Maulne à mi-voix. « Oh, je vais aller voir qui c'est. » Je regardais la jeune fille, pensive et accablée. Elle avait les yeux fixés sur le taillis où Maulne venait de disparaître. Elle se tourna vers moi. « Il n'est pas heureux, » dit-elle douloureusement. Elle ajouta, « Et peut-être que je ne puis rien pour lui. » J'hésitais à répondre lorsque soudain, de l'autre côté du bois, partit un cri, puis nous entendîmes un piétinement comme d'un cheval qui pétarade et le bruit d'une dispute à voix entrecoupée. Je compris tout de suite qu'il était arrivé un accident au vieux Bélisaire et je courus vers l'endroit d'où venait tout le tapage. Le vieux cheval, attaché trop bas, s'était pris une patte de devant dans sa longe. Il n'avait pas bougé jusqu'au moment où monsieur de Galais et Jasmin, au cours de leur promenade, s'étaient approchés de lui. Effrayés, excités, ils s'étaient débattus furieusement. Les deux hommes avaient essayé de le délivrer, mais si maladroitement qu'ils avaient réussi à l'empêtrer davantage. C'est à ce moment que, par hasard, Maulne était tombé sur le groupe. Furieux de tant de gaucherie, il avait bousculé les deux hommes au risque de les envoyer rouler dans le buisson. Avec précaution, mais en un tour de main, il avait délivré Bélisaire. Trop tard, car le mal était déjà fait. Le cheval devait avoir un air foulé,
quelque chose de brisé peut-être, car il se tenait piteusement, la tête basse, une patte repliée sur son ventre et toute tremblante. Maulne, penché, le tâtait et l'examinait sans rien dire. Lorsqu'il releva la tête, presque tout le monde était là, rassemblé, mais il ne vit personne. Il était fâché, rouge. « Je me demande, cria-t-il, qui a bien pu l'attacher de la sorte ? Et qui a eu l'audace de sceller ce vieux cheval, bon tout au plus pour une carriole ? Il faut l'emmener tout de suite, pendant qu'il peut encore marcher, le mettre à l'écurie et ne jamais plus l'en sortir. » Plusieurs jeunes gens s'offrirent aussitôt, mais mademoiselle de Galais les remercia vivement. Le visage en feu, prêt à fondre en larmes, elle dit au revoir à tout le monde, et même à Maulne, décontenancé, qui n'osa pas la regarder. Elle prit la bête par les rênes comme on donne à quelqu'un la main, plutôt pour s'approcher d'elle davantage que pour la conduire. Nous la vîmes partir ainsi, son bras à demi sorti du manteau, tenant dans sa main étroite la grosse rêne de cuir. Son père marchait péniblement à côté d'elle. Triste fin de soirée. Peu à peu, chacun ramassa ses paquets, ses couverts, et on plia les chaises, on démonta les tables, une à une les voitures chargées de bagages et de gens partirent avec les chapeaux levés et des mouchoirs agités. Nous aussi, nous partîmes, emportés vivement dans notre voiture bien suspendue par notre beau cheval alezan. La roue grinça au tournant dans le sable, et bientôt, Maulne et moi, qui étions assis sur le siège de derrière, nous vîmes disparaître, sur la petite route, l'entrée du chemin de traverse que le vieux Bélisaire et ses maîtres avaient pris. Mais alors, mon compagnon, l'être que je sache au monde le plus incapable de pleurer, tourna soudain vers moi son visage bouleversé par une irrésistible montée de larmes. « Arrêtez, voulez-vous » dit-il. « Ne vous occupez pas de moi, je reviendrai tout seul, à pied. » Et d'un bond, la main au garde-boue de la voiture, il sauta à terre. À notre stupéfaction, rebroussant chemin, il se prit à courir et courut jusqu'au petit chemin que nous venions de passer, le chemin des Sablonnières. Il dut arriver au domaine par cette allée de sapins qu'il avait suivie jadis. Et c'est ce soir-là, avec des sanglots, qu'il demanda en mariage mademoiselle de Galais. Les fiançailles ont duré 5 mois. Elles ont été paisibles, aussi paisibles que la première entrevue avait été mouvementée. Maulne est venu très souvent aux Sablonnières, à bicyclette ou en voiture. Plus de 2 fois par semaine, mademoiselle de Galais a vu tout d'un coup sa haute silhouette rapide passer derrière le rideau, car il vint toujours par l'allée détournée qu'il a prise autrefois, mais c'est la seule allusion tacite qu'il fasse au passé. Le bonheur semble avoir endormi son étrange tourment. De petits événements ont fait date pendant ces 5 calmes mois. On m'a nommé instituteur au hameau de Saint-Benoît-des-Champs. Je mène une vie bien solitaire, mais en passant par les champs, il ne faut que 3/4 d'heure de marche pour gagner les Sablonnières. Le mariage s'est fait à midi, avec le plus de silence possible, dans l'ancienne chapelle des Sablonnières que les sapins cachent à moitié sur le versant de la côte prochaine. Après un déjeuner rapide, la mère de Maulne, M. Sorel et Milly, Florentin et les autres sont remontés en voiture. Il n'est resté que Jasmin et moi. Nous errons à la lisière des bois qui sont derrière la maison, au bord du grand terrain en friche, emplacement ancien du domaine aujourd'hui abattu. Sans vouloir l'avouer et sans savoir pourquoi, nous sommes remplis d'inquiétude. De temps à autre, le vent chargé d'une buée qui est presque de la pluie nous mouille la figure et nous apporte la parole perdue d'un piano. Là-bas, dans la maison fermée, quelqu'un joue. Je m'arrête un instant pour écouter en silence. C'est d'abord comme une voix tremblante qui de très loin ose à peine chanter sa joie. Cet air que je ne connais pas, c'est aussi une prière, une supplication au bonheur de ne pas être trop cruel, un salut et comme un agenouillement devant le bonheur. Je pense, ils sont heureux enfin. Maulne est là-bas, près d'elle, et savoir cela
En être sûr suffit au contentement parfait du brave enfant que je suis. À ce moment, tout absorbé, le visage mouillé par le vent de la plaine comme par l'embrun de la mer, je sens qu'on me touche l'épaule. « Écoute !» dit Jasmin tout bas. Je le regarde, il me fait signe de ne pas bouger, et lui-même, la tête inclinée, le sourcil froncé, il écoute. Cette fois j'ai entendu. C'est un signal, un appel sur 2 notes, hautes et basses, que j'ai déjà entendu jadis. C'est l'appel à quoi Franz nous avait fait jurer de nous rendre n'importe où et n'importe quand. Mais que demande-t-il ici, aujourd'hui, celui-là? J'appelle « Franz !» Peu à peu, entre les grands sapins que l'éloignement fait paraître serrés, je distingue la silhouette du jeune homme qui s'approche. Les mains dans les poches, il grelottait. Ce n'était plus ce royal enfant en guenilles des années passées. « Franz, que faites-vous ici? Pourquoi venez-vous troubler ceux qui sont heureux? »« Je suis malheureux, moi. Je suis malheureux. Ainsi Maule ne s'occupe plus de moi? Pourquoi ne répond-il pas quand je l'appelle? Pourquoi ne tient-il pas sa promesse? Lui seul peut me sauver, vous le savez bien. Lui seul est capable de retrouver la trace que je cherche. Si je vous promets, dis-je enfin après avoir réfléchi, que dans quelques jours, Maulne se mettra en campagne pour vous, rien que pour vous. Il réussira, n'est-ce pas? Vous en êtes sûr? Me demanda-t-il en claquant des dents. Vous reviendrez ici dans 1 an exactement. À cette même heure, vous trouverez la jeune fille que vous aimez. Le bohémien me regardait dans les yeux avec une volonté de confiance vraiment admirable. 15 ans. Il avait encore, et tout de même 15 ans, l'âge que nous avions à Sainte-Agathe le soir du balayage des classes, quand nous fîmes tous les 3 ce terrible serment enfantin. Le désespoir le reprit lorsqu'il fut obligé de dire « Eh bien, nous allons partir. » Peu à peu, entre les sapins, je vis disparaître sa silhouette grise. J'appelai Jasmin, et nous allâmes reprendre notre faction. Mais presque aussitôt nous aperçûmes là-bas Augustin qui fermait les volets de la maison, et nous fûmes frappés par l'étrangeté de son allure. Dans le salon des Sablonnières, dès le début de l'après-midi, Maulne et sa femme sont restés complètement seuls. Comme 2 passagers dans un bateau à la dérive, ils sont, dans le grand vent d'hiver, 2 amants enfermés avec le bonheur. Il dut entendre. Mademoiselle de Galais me dit plus tard l'avoir entendu aussi, le premier cri de Franz, tout près de la maison. La jeune femme, alors, eut beau lui montrer les choses merveilleuses dont elle était chargée, ses jouets de petite fille, toutes ses photographies d'enfants, Maulne ne voyait plus rien et n'entendait plus rien. Un instant pourtant il parut ressaisi par la pensée de son extraordinaire, inimaginable bonheur. « Vous êtes là », dit-il sourdement, comme si le dire seulement donnait le vertige. Alors mademoiselle de Galais proposa de jouer avant que la nuit ne vînt. Longtemps, Maulne écouta la jeune fille en regardant silencieusement par une fenêtre. Plusieurs fois, il se tourna vers le doux visage plein de faiblesse et d'angoisse. « Le jour tombe, dit-il enfin. Je vais fermer les volets, mais ne cessez pas de jouer. » Il sortit lentement, silencieusement, après avoir regardé sa jeune femme une fois encore. Nous le vîmes de la lisière du bois, fermer d'abord avec hésitation un volet, puis regarder vaguement vers nous, en fermer un autre, et soudain, s'enfuir à toutes jambes dans notre direction. Je l'appelai. « Augustin! Franz est là, arrête !» Il s'arrêta enfin. Haletant et sans me laisser le temps de préparer ce que je pourrais dire, « Il est là ?» dit-il. « Que réclame-t-il ?»« Il est malheureux, » répondis-je. Il venait te demander de l'aider pour retrouver ce qu'il a perdu. Maulne se tourna vers la maison des Sablonnières. « Ainsi, dis-je, pour une promesse enfantine que tu lui as faite, tu es en train de détruire ton bonheur.
Ah, si ce n'était que cette promesse, fit-il. Une figure échevelée, hagarde, se dressa entre nous. C'était mademoiselle de Galais. Elle avait dû courir, car elle avait le visage baigné de sueur. Elle avait dû tomber et se blesser, car elle avait le front écorché au-dessus de l'œil droit et du sang figé dans les cheveux. Quand elle arriva près de Maulne, elle me fit penser à un pauvre enfant affolé. Mais quand elle eut compris que Maulne était bien là, que cette fois du moins il ne l'abandonnerait pas, alors elle passa son bras sous le sien. Puis elle ne put s'empêcher de rire au milieu de ses larmes, comme un petit enfant. « Il faut rentrer maintenant, dit-il. » Et je les laissai retourner tous les deux, dans le beau grand vent du soir d'hiver qui leur fouettait le visage, vers leur demeure pour un instant abandonnée. C'est le dimanche seulement dans l'après-midi que je résolus de sonner à la porte des Sablonnières. Je me sentais solitaire et désolé. Je ne sais quel pressentiment triste m'envahissait, et je ne fus qu'à demi surpris lorsque, à mon coup de sonnette, je vis Monsieur de Galais tout seul paraître et me parler à voix basse. Yvonne de Galais était alitée, avec une fièvre violente. Maulne avait dû partir dès vendredi matin pour un long voyage, on ne sait quand il reviendrait. Chaque jeudi et chaque dimanche, je vins demander des nouvelles d'Yvonne de Galais, jusqu'au soir où, convalescente enfin, elle me fit prier d'entrer. Je la trouvai, assise, auprès du feu dans le salon dont la grande fenêtre basse donnait sur la terre et les bois. Elle n'était point molle, comme je l'avais imaginé, mais tout enfiévrée, au contraire, avec de vives taches rouges sous les yeux et dans un état d'agitation extrême. Bien qu'elle parût très faible encore, elle s'était habillée comme pour sortir. Elle parlait peu, mais elle disait chaque phrase avec une animation extraordinaire, comme si elle eût voulu se persuader à elle-même que le bonheur n'était pas évanoui encore. Je n'ai pas gardé le souvenir de ce que nous avons dit. Je me rappelle seulement que j'en vins à demander avec hésitation quand Maulne serait de retour. « Je ne sais pas quand il reviendra, » répondit-elle vivement. Je ne sais pas quand il reviendra.